très heureuse de vous retrouver. Bonjour à tous et bonjour à toutes pour ce nouveau décodage. Et du coup, j'avais envie de vous apporter un éclairage qui est vraiment plus structurel et j'allais dire somato-émotionnel. C'est pas un scoop, hein, dans tous les décodages que je fais, j'en parle. Donc, le corps raconte une histoire. Je dis souvent à mes patients, si vous ne voulez pas introspecter l'intérieur, la mémoire, les souvenirs, votre corps n'a qu'une opportunité pour vous ramener dans une norme de santé, pour vous ramener au plus près de votre petite maison intérieure, et pour cela, il va déclencher une dissonance parfois, donc ça va être, vous savez, le petit caillou dans la chaussure, et puis ça peut être un symptôme plus récurrent, et puis quelque chose qui va être comme un marqueur beaucoup plus puissant avec une maladie, une vraie pathologie qui se déclare là, et qui peut aller bien sûr jusqu'à des maladies auto-immunes ou, vous voyez, certains cancers, etc. Donc il y a vraiment un cheminement qu'on pourrait regarder comme l'iceberg sous la ligne de flottaison. Il y a quelquefois juste à peine quelque chose de visible, hein, le petit caillou dans la chaussure dont je parlais tout à l'heure, et puis dessous la ligne d'eau, une masse très importante qui va être constituée des non-dits, des émotions qui sont crispées, qui sont engrammées, cristallisées dans le corps et les fascias, on va voir, hein, d'accord? Donc aujourd'hui, c'est ça, c'est de dire, bon, le but c'est de détecter le lien entre le corps et les émotions qui l'animent et qui souvent inconsciemment, eh bien, pourront relever les traces des tensions, des chocs qui ont pu paralyser le vécu quotidien, ou en tout cas le vécu d'une expérience. Identifier corporellement les peurs, les blocages dans nos chemins, en fait, permet d'éliminer les effets physiques qui vont être indésirables et permettre de rééquilibrer l'équation corps-émotion. Voilà. Donc, on pourrait dire que notre corps humain est comme un livre, en fait, hein, voilà. Et alors, je dis souvent, c'est incontable, hyper expérimenté, et il nous sert parfois la note, un petit peu comme une balance débit-crédit, et on voit apparaître une note au débit où nous devons une certaine somme, eh bien, dirons-nous que là, dans ces moments-là, on dit, bah, dis donc, j'ai payé cher. Oui, qui d'entre nous n'a pas prononcé à un moment donné, dans l'ampleur d'un symptôme ou d'une douleur, de dire, bah, j'ai mangé chaud, j'ai payé cher, en fait, et on sait bien ce que ça veut dire, hein. Voilà. Alors, le corps n'oublie rien. Il est doté d'une mémoire émotionnelle infaillible, je dirais. Quand il se passe pour nous un événement, lorsque nous vivons un choc émotionnel, que ce soit dans la période utérine, dans notre petite enfance, tout au long du déroulé de notre vie, eh bien notre corps est affecté de tensions qui pourront être tissulaires et minimes, hein, bien sûr parfois, qui sont le contre-coup, hein, dirons-nous, sur le marqueur fascia. Les fascias sont les enveloppes qui sont les tissus conjonctifs, et nous les avons dans notre organisme. Ils forment, on pourrait dire, comme une toile d'araignée qui va relier toutes les structures entre elles. Donc, il va séparer les muscles en loge, il les relie tous entre eux, les fascias sont interconnectés et la moindre tension qui est vécue par une personne sera répercutée dans l'ensemble du corps par le mécanisme de cette chaîne tissulaire, hein. Cela provoque quoi? Des dysfonctions sur certains organes, hein, voilà. Les fascias, ils impriment donc au plus profond de chacun d'entre nous les émotions qu'on a vécues depuis notre conception et voire même peut-être avant. Voilà, le ressenti
de notre maman, on le sait, dans la symbiose utérine, et qui se transmet au fœtus. Combien d'enfants ou d'histoires j'ai pu accompagner pour revenir dans cette période utérine sur quelque chose qui avait été dit à ce moment-là, ressenti, parce que c'est pas tant toujours, je vous le dis, un événement, c'est l'environnement dans lequel il se déroule et comment il est appréhendé, comment il est traversé ou pas émotionnellement. Inconsciemment, dans les tissus de l'enfant ou de l'adulte, eh bien, il se grave, et comme pour une prise de distance, parce que peut-être c'est pas gérable sur le moment, tout est respectable, voilà. En tout cas, beaucoup de ces émotions qui se cristallisent vont générer de la souffrance, que ce soit dans les peurs de l'enfant, dans les blessures émotionnelles, que ce soit la sensation d'être rejeté, de la honte, de la culpabilité, de l'abandon, de la trahison, de l'indifférence, se sentir exclu de son clan, mais se sentir culpabilisé aussi, enfin, etc. Les peurs de la mort aussi, etc. Et tout cela, bien sûr, interagit avec la personne en fonction de son éducation, de son évolution personnelle, de l'environnement dans lequel elle évolue, bien entendu. Et tout cela, même si cela paraît être maîtrisé intellectuellement, eh bien, cela peut rejaillir de manière inopinée quand les circonstances réactivent le vécu initial. Je parle très souvent de séisme émotionnel à un moment donné qui nous bouleverse. Ça peut être la mort de quelqu'un qu'on aime profondément et qui était parfaitement inattendu, donc c'est un grand bouleversement pour nous, et du coup, sur le moment, on ne peut pas le gérer, parce qu'on est complètement sidéré, on a peur, on est en colère, enfin, et c'est normal. Mais du coup, il faut prendre soin de soi tout de suite. Voyez, c'est cela. Je dis souvent dans ces chocs-là, encore hier en cabinet, eh bien, un papa qui se suicide, et du coup, c'est son enfant de 12 ans qui le trouve. Et là, waouh, en fait, il est complètement en état de choc, cet enfant, et je dis, mais personne encore autour, dans que ce soit les gendarmes, les pompiers ou toute la sphère médicale, ils n'ont quand même pas encore le réflexe d'adresser à quelqu'un qui peut faire un déchocage en EMDR. Le EMDR, c'est le retraitement des programmes, des informations émotionnelles qui sont là et qui font qu'on reste bloqué dessus. Donc, par exemple, un état de choc, eh bien, on intervient dans les 48 heures et on permet de fluidifier dans le corps le fait qu'on ne mette pas un pavé en travers de la route, quoi. D'accord ? Voilà, donc je préfère toujours glisser ça, ça me semble très opportun, justement dans le sujet de ce matin. Toute personne, en fait, est confrontée un jour ou l'autre à revivre un choc qui est imprimé dans son corps. Voilà. Donc, plus l'événement pourrait se répéter, plus la charge de tension s'intensifie et augmente les couches. Je dis souvent, on fabrique des millefeuilles, quoi. Donc, alors, cela peut aller jusque créer des nœuds tissulaires qui sont le témoin finalement d'un conflit interne, donc non résolu, parce qu'on n'a pas pu le mettre en conscience ou on n'a pas pu le traverser. Le stress, par exemple, il provoque souvent un nœud tissulaire qui est lourd à porter, et on le dit, j'ai un nœud dans l'estomac. Et ce nœud, il résulte d'une accumulation d'émotions douloureuses. Ça peut être un lien avec une situation passée, mais on veut l'occulter, ou on pense que avec de l'intellect, on gère la situation, parce qu'on ne veut pas que ça continue, on veut que ça s'arrête, on ne veut plus y penser, mais c'est pas parce qu'on le pense que ça se passe comme ça dans le corps. Le corps ne fonctionne pas de la même manière, voyons-le ensemble. Et là,
ça peut être aussi un moment où la personne s'est sentie dépassée, niée, malmenée, pas prise en charge, pas comprise, hein, pas accueillie. Voilà. Le fait de ne pas identifier la source du mal, ben, on enfouit le problème. Voilà. Donc, et en fuyant les situations qui nous exposent, hein, ben, on peut consommer du sucre, de l'alcool, adopter une mauvaise hygiène de vie, et le corps est en permanence à chercher comment maintenir un certain équilibre. Mais parfois il est saturé, le pauvre, donc alors on a des torticolis, on a des lumbagos, on a une colonne vertébrale qui est vraiment alors le miroir, j'allais dire, d'autres manifestations physiques qui vont pousser la personne à consulter parce qu'elle en a plein le dos, hein, en fait, voilà. Il y a une saturation. Donc pour éliminer les tensions, les nœuds, il n'y a pas d'autre choix en fait. Il faut retourner, introspecter les moments difficiles de la vie. Est-ce qu'on a accumulé des chocs? Oui. Revenons un peu sur lesquels, comment nous nous sommes sentis. Osons cette vulnérabilité vis-à-vis de nous-mêmes. Accueillons nos dommages, accueillons d'avoir été perturbé, d'avoir été malheureux, d'avoir été en colère, d'avoir eu peur. Mais tout cela est éminemment respectable. Nous sommes des humains, des humains. Donc on peut pas demander à notre mental de tout gérer pour nous. Il faut que nous soyons au plus près de nos perceptions. Nous sommes avant tout des êtres sensoriels, polysensoriels. Ok? Voilà. Donc alors, on pourrait dire que le corps, on peut le lire comme la route, mais il faut un code, et évidemment, hein, ça va sans dire. Donc, moi, je vais vous faire un petit décodage de la colonne vertébrale qui se trouve être un sacré clavier sur lequel on trouve énormément de réponses, finalement, qui peuvent nous mettre sur le lien du pourquoi, comment tout cela s'est inscrit en moi. D'accord? Alors, on va commencer avec les cervicales. La cervicale numéro 1, et là, on pourrait dire, ce sont les idées qui tournent dans ma tête. Première cervicale en situation de conflit mécanique, avec le crâne qui est juste au-dessus d'elle, et qui a tendance à la comprimer. C'est pourquoi on la surnomme l'Atlas. Et cette cervicale numéro 1, c'est le siège du bavardage mental, de l'état de rumination, qui perturbe bien des personnes, par exemple celles qui vérifient sans arrêt si la porte est fermée, ou des personnes qui pourront développer ce qu'on appelle des troubles, des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. On est déjà bien avancé là sur la symptomologie, donc c'est bien de ne pas attendre évidemment ces mécanismes qui nous dépassent, vérifier la porte, nettoyer plusieurs fois, ranger les affaires, vérifier sans cesse, en fait, c'est infernal. Donc il faudra là du coup corriger la position de l'Atlas peut-être pour aider à déprogrammer ce bavardage, mais revenir aussi pourquoi je bavarde à ce point, d'accord? Ensuite, il y a la cervicale numéro 2 qui nous parle du déni de soi. Certaines personnes sont programmées pour le sacrifice, pour l'oubli d'elles-mêmes et de leurs véritables aspirations. Comme une jeune fille née dans une famille qui voulait mettre au monde un garçon et qui se comporte en garçon manqué, puisque c'est ce qu'on attendait d'elle finalement. Et eh bien, cette personne, elle souffre de cervicalgie. Elle est née après la mort d'un jeune frère et elle fait tout pour le remplacer auprès de sa mère. Et elle ne va pas s'autoriser à être elle-même, donc sa souffrance, elle sera localisée, par exemple, à cet endroit. Voilà. Alors ce sera intéressant sous l'angle de la psychogénéalogie d'aller voir qu'il n'y ait pas un gisant, que cet enfant mort soit en paix pour qu'il ne devienne pas ce qu'on appelle, nous, un fantôme familial. Il y a la cervicale numéro 3, et là c'est être par ce que l'on fait. Ce sont des personnes qui ont la sensation qu'il faut bouger
pour se sentir exister. Parce que si elles s'arrêtent de bouger, elles sentent. Et si elles sentent, c'est pas du tout confortable, ça les ramène dans des émotions qui les dépassent, donc elles se remettent à bouger. Et à bouger, ça veut dire travailler, au sens où, voilà, il faut que je fasse, il faut que je m'active, mais ça peut être aussi faire du sport, beaucoup de sport, voilà. Comme cet enfant aussi, qui est né d'une maman qui craignait de le perdre durant toute sa grossesse, devenu adulte, il souffre toujours d'une peur de mourir, c'est anxiogène, c'est mortifère, il ne comprend pas pourquoi. Donc il s'abrite, il s'agite dessous ce ressenti pour se prouver qu'il vit, et donc au point de se fatiguer énormément. Voilà. La cervicale numéro 4, c'est la colère, c'est la culpabilité aussi. La colère, elle peut provenir souvent de l'accumulation de tensions qui sont consécutives à une impossibilité, une incapacité de dire non. Tout dépend comment j'ai grandi, encore une fois. Elle peut être due à l'envahissement de son territoire, parce qu'il y a un petit frère, une petite sœur qui arrive, j'ai du mal à l'accepter, ok, ce qui peut paraître complètement normal, il n'y a pas de souci. Mais c'est comme tout. Il y a, quand ça perdure, c'est que quelque chose ne passe pas. Donc allez voir aussi dans l'histoire et dans le clan. Comme ce patient aussi qui souffre de migraine parce qu'il garde à ce sujet une colère énorme vis-à-vis de sa mère et qu'il la transpose sur son épouse. La culpabilité, ça a vraiment une émotion, un sentiment, une énergie qui se répand énormément et à de multiples raisons, bien sûr. Beaucoup d'enfants se sentent responsables, voire coupables de ce qui arrive à leurs parents quand ils se disputent, ils se séparent, quand il y a un accident, un suicide, en fait. Et ils estiment devoir payer pour, j'allais dire, un crime imaginaire qu'ils s'attribuent. Et cela touche particulièrement les aînés de la famille ou les enfants de parents qui sont exigeants, trop exigeants. On ne fait pas attention parfois que son enfant n'a pas venu pour la même mission que nous, n'a pas le même rythme, n'a pas la même sensibilité. Voilà. Cette patronne d'entreprise aussi qui travaille jusqu'à l'épuisement parce que elle se sent coupable. Elle n'a pas satisfait son père par ses notes à l'école et elle redoute toujours de ne pas être aimée. Alors, bien sûr, si elle fait pas le maximum, ça va pas. Mais donc, du coup, elle est jamais satisfaite. Donc, c'est une boucle sans fin. Et la colère, vous le savez, touche le foie. Elle est liée à des migraines d'origine cervicale parfois. Et elle se soigne en éliminant aussi en partie les croyances de la personne, selon son vécu, le sentiment de culpabilité qui peut briser complètement son potentiel de vie. Ensuite, nous avons la cervicale numéro 5 qui nous parle de difficultés à s'exprimer, de pouvoir dire le ressenti. Les personnes, elles ont une boule dans la gorge et elles ont des troubles aussi parfois de la mâchoire inférieure. Je pense à une dame qui a fini par trouver sa mère naturelle, mais qui a eu peur de le dire à sa mère adoptive parce qu'elle craignait de la perdre. Ou une dame qui était punie enfant parce qu'elle parlait trop et qui s'est habituée à ne plus rien dire, à ne rien demander pour ne pas déranger les autres. La cervicale numéro 6 nous parle de porter la croix de l'autre. Certaines personnes se sacrifient par peur de dire non. La crainte de ne plus être aimée, reconnue, de ne plus être sollicitée. Comme les célibataires qui renoncent à une vie propre pour s'occuper de leurs parents, par exemple. C'est plus un devoir, c'est une nécessité où ils deviennent les parents de leurs parents. Mais la meilleure façon d'aider les autres, c'est d'exister à travers soi en étant en bonne santé et au volant de son existence, en étant heureux d'être là. On demande toujours trop à ceux qui donnent sans savoir dire non. La cervicale numéro 7, nous parle de la peur de ne pas s'en sortir, d'être dans le doute. Cette peur, elle peut provenir d'un accouchement difficile où le bébé craint de mourir. Elle peut aussi être la conséquence des peurs de maman pendant la grossesse, en cas de décès d'un proche par exemple. Le fœtus, il ressent toutes les émotions de sa mère et elles sont réactivées
quand l'enfant vit certains événements dans sa propre vie, même à l'âge adulte. Ensuite, nous voici sur les dorsales. Les dorsales, donc, la numéro 1 qui nous parle de peur de manquer, de peur de perdre. La peur de manquer peut être objectivement fondée comme la privation de nourriture en cas de guerre, par exemple. Mais cette peur est souvent liée à une appréciation subjective, les objets n'ont de valeur que celle qu'on leur attribue. Alors pourquoi les accumuler? L'or est lourd à porter quand il ne vaut plus rien. Les personnes qui ont peur de manquer ont du mal à faire un régime amaigrissant. Quand elles suppriment les aliments de leur alimentation quotidienne, aussitôt leur corps se met à stocker les calories et elles ne perdent pas un gramme alors qu'elles se privent. La peur de perdre, elle peut venir aussi de la mort d'un être cher. Chez un orphelin, la peur de perdre est imprimée en lui et n'importe quel événement en relation avec la famille pourra déclencher tous les symptômes qui sont liés à cette peur-là. La peur de perdre aussi provoque la perte parce que la peur de rater un examen mène à l'échec. Elle inhibe l'individu et provoque chez lui la peur d'oser. Donc là aussi, vous voyez, c'est un cycle involutif. C'est ce qu'on appelle le syndrome titanique. L'individu, il a peur de se lancer pour réussir, il va tout faire inconsciemment pour rater. Là, on va parler d'auto-sabotage. Il est convaincu qu'il n'est pas capable d'y arriver, alors il le réalise. C'est le cas de l'élève qui change ses bonnes réponses en dernière minute en craignant qu'elles soient fausses. Voilà. La dorsale numéro 2, qui nous parle de peur d'étouffer, elle peut prendre son origine dans un accouchement difficile, la souffrance d'une mise au monde longue, douloureuse et qui peut engendrer chez l'enfant une peur d'étouffer, physiquement, psychologiquement. Alors on la trouvera chez des personnes agoraphobiques qui ont peur de se perdre dans la foule. La peau, c'est une frontière entre soi et les autres, elle délimite le territoire individuel et il nous s'agit de ne pas transgresser par autrui la promiscuité puisqu'elle provoque de la colère ou même de la violence. Et puis bien sûr la peur d'étouffer, elle se manifeste aussi chez les personnes asthmatiques puisque c'est une pathologie que j'ai appelée, moi, j'en ai fait un décodage que vous trouverez aussi, le cri silencieux. Voilà, c'est un appel à l'affection très important. La dorsale numéro 3 nous parle de la peur aussi, mais de la peur, la phobie. La peur de la peur provoque la phobie et ça paralyse complètement la personne. Elle est en lien avec des troubles du coccyx et c'est le siège des croyances. Donc les croyances, elles dirigent nos actes, nos pensées. Donc là, il faut aller prendre du recul et détecter quelle est la cause inconsciente en fait de cette peur. La dorsale 4 et 5, les dorsales 4, 5, peur d'aimer, peur d'être aimé. Beaucoup de personnes qui ont cette peur, eh bien, ça remonte souvent à la petite enfance, au besoin d'être reconnu par les parents, ou à un parentage qui a été anxieux, qui n'a pas été tranquille. L'enfant ne savait pas comment s'il allait être aimé aujourd'hui ou demain. Donc ces personnes, elles feraient n'importe quoi pour être jugées aimables. Comme l'enfant qui distribue des bonbons à tout le monde pendant la récréation. Il le fait pour être aimé par ses camarades, mais il pourrait aussi récolter du mépris. Les autres profitent de la situation et le dénigrent quand il n'a plus de bonbons. Il y a un professeur aussi, je pense, qui se donne corps et âme à ses élèves en s'épuisant de peur de ne rien recevoir en retour. Dans la loi de Pareto, on le comprend, il y a seulement 20% d'investissement qui suffisent à assurer 80% du résultat. Et il faut 80% d'investissement pour emporter les 20% restants. Donc, autant, j'allais dire, mesurer ses efforts. Bon. La dorsale numéro 6 nous parle de jalousie. Le jaloux, il vit de l'insatisfaction, il se compare continuellement aux autres, il supporte pas l'abandon et il exige l'exclusivité. Il n'est pas rare que des parents soient jaloux de l'affection portée à leurs enfants par leur propre père et mère. Ils estiment ne pas avoir eu autant d'amour quand ils étaient jeunes.
L'appel de sucre est souvent à mettre en relation avec le pancréas et la jalousie. La dorsale 7, eh bien, nous parle de conflits familiaux, les secrets de famille qui sont de nature à déstabiliser la personne. Un enfant est toujours enclin à prendre la défense de sa famille en cas de conflit. Il cherche à agir en sauveur pour préserver sa sécurité et il continue quand il est adulte. C'est le cas d'une dame qui se croit obligée de porter sa maman depuis qu'elle a menacé de se suicider. Donc elle espère se sauver en sauvant sa maman. Voilà, donc on se détend, on apprend à se détendre et à se distancier. Dorsale 8, c'est peur du changement, peur de l'échec. Le changement il constitue une source de stress importante pour celui qui n'est pas prêt à l'assumer parce qu'il bouleverse les notions établies en imposant des nouvelles normes. Un déménagement mal vécu, par exemple, entraîne beaucoup de souffrance parfois. Une personne qui est obligée de quitter sa terre, son pays, pour aller travailler ou être en paix, vivre ailleurs, eh ben, peut subir un choc émotionnel qui est difficile à dénouer. La dorsale 9 nous parle de peur de l'abandon. C'est le conte du petit poucet qui sème les cailloux dans la forêt pour ne pas être perdu par son papa. Les enfants adoptés peuvent développer une peur atroce parfois de l'abandon, tout comme les nouveau-nés placés en couveuse à la naissance, où je remarque moi des enfants qui sont hospitalisés avec une séparation précoce de leur maman aussi, voilà, qui peut durer quelques jours, quelques semaines. Et la séparation des parents génère une panique qui peut se reproduire dans d'autres situations qui seront des situations de mise à l'écart. La dorsale numéro 10, c'est la peur de perdre sa place, ce sont les limites du territoire. C'est classique dans une famille, par exemple, l'arrivée d'un deuxième enfant, mais l'aîné en situation difficile, puisqu'il doit partager son territoire et risquer de perdre une place, croit-il. Cette peur, elle peut irriter la vessie et provoquer le pipi au lit. Les adultes doivent prendre cette souffrance de l'enfant en compte, car c'est son ressenti qui crée le choc émotionnel. Et ce choc pourra se raviver chaque fois que l'enfant se sent en perte de repère. De la même manière, une personne âgée qui est forcée de quitter son habitation pour entrer dans une maison de soins, un EHPAD ou une maison de retraite, peut vivre une perte de territoire déprimante. Et souvent, ça peut aller très vite dans le déclin pour ces personnes, surtout si elles n'ont pas assez d'interactions affectives. La dorsale 11 nous parle de perdre le contrôle. J'ai peur de perdre le contrôle. Alors, c'est vraiment lié à un sentiment de dévalorisation personnelle, crainte, par exemple, de ne pas être à la hauteur d'une situation. Et quand on ne règle pas le problème, il revient. Je pense à un homme qui revit régulièrement la peur d'un accident de voiture où il a cru mourir. Eh bien, il faut soigner la peur en l'éliminant de ses tissus. Donc là, le MDR est un super outil, par exemple. La dorsale numéro 12 nous parle de la peur de ne pas être parfait. La volonté d'être parfait rend l'individu très exigeant. Elle le rend également anxieux à l'idée de ne pas arriver à ses fins. Elle provient souvent d'une peur plus viscérale et très répandue, qui est celle de ne pas être aimé. La peur de ne pas être parfait, elle inhibe, à force de crainte de perdre un demi-point, on le perd. Il faut prendre conscience que la perfection, elle est relative et qu'il suffit de donner le meilleur de soi, souvent pour être heureux. Nous arrivons sur les lombaires, 1 et 2, avec l'insécurité, la sensation d'être humilié. Il existe beaucoup de causes de dévalorisation, de déstabilisation des enfants, des adultes. Le viol et l'inceste sont parmi les plus brutales. Elles déclenchent une souffrance incommensurable et souillent la personne abusée. Ces actes la font douter de son identité, de son image, de sa valeur. La personne qui a été violée, par exemple, perd ses repères, elle peut perdre son lien à autrui et ça s'inscrit dans ses tissus. Donc,
c'est un besoin de reconnaissance et d'excuses officielles qui va aider dans la ritualisation symbolique, par exemple, accompagnée d'une psychothérapie. Des humiliations moins spectaculaires, comme un abus d'autorité d'un père qui prend le pouvoir, par exemple, peuvent perturber aussi l'individu de manière très durable. Et je pense à un adulte qui continue, par exemple, à souffrir de diarrhée, de douleurs abdominales, et qui est en lien avec les terreurs de l'enfance. La lombaire 3, c'est la honte, c'est la trahison. Un sentiment de honte qui peut remonter loin, jusque dans la vie in utero par exemple. C'est ce que montre le cas d'un homme qui se sent souillé, qui se lave continuellement les mains, et cela fait suite à une liaison adultérine de sa mère pendant sa grossesse. En tant que fœtus, il a vécu cette trahison, il a porté ce péché originel jusqu'à ce qu'il arrive à l'identifier pour s'en libérer. En éliminant ce nœud émotionnel inconscient, il a ouvert la porte d'une autre existence, bien sûr. Et puis la lombaire 4-5, poids sur les épaules. La 5e lombaire, elle est souvent détériorée par le poids qu'on doit soutenir, les contraintes exagérées que la personne s'impose, et qui forcent la mesure. La survenance d'une hernie discale est souvent le seul moyen pour le corps de réclamer « j'ai besoin de repos ». Elle survient chez des personnes qui, à force de s'en sentir responsables de tout, se rendent indispensables. Et elles n'arrivent plus à suivre la cadence infernale qu'elles s'imposent. C'est le cas des personnes qui portent la croix, notamment des autres. Nous avons maintenant le sacrum. Le sacrum, c'est être sous l'emprise. Le sacrum, c'est le plateau de la colonne et son orientation est déterminante pour le positionnement de la colonne vertébrale, autant que pour les postures et les actes dynamiques. Le sacrum est en relation avec le fait d'être sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. Cela commence dans l'enfance avec l'autorité parentale et il est normal que l'enfant obéisse à ses parents et il est tout aussi normal qu'il se détache de leur emprise à l'adolescence. Sinon, il risque de rester éternellement sous leur emprise et cela peut perturber toute relation hiérarchique, instituteur, policier, contrôleur, un patron, etc. Le coccyx, c'est le siège des croyances, je vous disais tout à l'heure, et certaines personnes, elles restent animées toute leur vie par des croyances héritées de leur enfance. Je dis souvent, vous portez le schéma de croyances de vos parents, mais est-ce que ce sont bien les vôtres, et parfois on ne sait pas se soucier de ça. C'est vraiment un chemin de conscience et de mise à distance qui libère. Voilà. Donc, tant qu'on ne détecte pas la cause de la souffrance, on continue de souffrir. Voilà. Et les problèmes non résolus reviennent hanter la personne qui les porte et leur intensité peut croître avec le temps, bien entendu. Donc, le truc, j'allais dire, pour cheminer, c'est trouver le moment de crise, peut-être ce moment de séisme dont je parlais tout à l'heure, et puis d'essayer de repérer dans la temporalité s'il y a des répliques régulières. Voilà. En fait, il faut laisser la parole au corps. Il a les clés. Donc il faut juste l'interroger, lui permettre de nous dire, tout simplement. Mais pour ça, il faut être à son écoute. Voilà. Donc, écoutez, moi voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager. Et toujours, j'aime à faire le lien avec la généalogie, bien entendu. Parfois, la mission qui est la nôtre en tant que petite âme. Voilà. C'est mon quotidien. Il m'émerveille, il m'éblouit. Et j'adore. Voilà. Allez, j'espère que ça vous apportera des clés et peut-être un déclic. Voilà. Donc, je vous dis à tout bientôt avec beaucoup d'amour, toujours.